Bien, bonjour. Nous allons donc entreprendre la 5e partie de ce cours sur l'immunité et cancer en reprenant la discussion sur les mécanismes d'action des anticorps qui permettent de lever, au moins partiellement, le frein des réponses immunes contre les cancers. On s'était arrêté à la fin du cours précédent sur cette diapositive qui vous indiquait que l'on peut caractériser parmi les lymphocytes présents au sein ou en périphérie d'une tumeur des lymphocytes qui expriment particulièrement un facteur de transcription qui s'appelle TCF1 et qui est un marqueur finalement indirect de cellules susceptibles d'être amplifiées et différenciées à partir du moment où elles sont en contact in vivo, bien sûr, avec l'anticorps anti-PD1. Voilà, donc on va poursuivre la discussion du mécanisme d'action en observant, comme attendu compte tenu des cibles de ces deux molécules, que les rôles respectifs de l'anti-PD1, dont on vient de parler, et de l'anticorps anti-CTLA4, l'autre anticorps largement utilisé, sont distincts. Et ceci, en particulier, a pu être mis en évidence par l'étude dont je vais vous parler dans un instant, qui a été publiée donc, il y a quelques années, qui consiste à étudier de façon précise la composition des populations lymphocytaires intratumorales en utilisant la technique de cytométrie de masse, donc qui permet de caractériser simultanément des dizaines de marqueurs, qu'ils soient membranaires ou intracellulaires de ces lymphocytes, et donc de bien pouvoir en définir un certain nombre de caractéristiques, donc dans un contexte de traitement par anticorps anti-PD1 ou de traitement par anticorps anti-CTLA4. Donc vous avez ici une image obtenue dans ces circonstances où sur les graphiques, il s'agit ici de lymphocytes à gauche, de lymphocytes d'un sujet en bonne santé en regardant les cellules mononucléées sanguines. Il n'y a pas que les lymphocytes, il y a aussi quelques monocytes. Et on peut distinguer, selon un diagramme qui est défini sur des unités arbitraires, différentes populations. Et les lignes de courbure indiquent la densité de ces différentes populations. Alors, lorsqu'on pratique la même étude, cette fois-ci donc dans des populations tumorales, TIL, Tumor Infiltrating Lymphocytes. Donc ici, c'est la composition de lymphocytes présents dans la tumeur, dans une tumeur traitée par anticorps anti-CTLA4. Donc la biopsie est faite alors que le malade a été traité. Donc on retrouve évidemment différentes populations de lymphocytes qu'on ne va pas détailler ici, mais vous voyez immédiatement que l'image globale, ici sur ce deuxième panel, est distincte de l'image du troisième ou du quatrième panel, où c'est le même type d'analyse, mais qui concerne des tumeurs traitées, ou des patients plus exactement, traités par anticorps anti-PD1, et où donc on analyse les lymphocytes intratumoraux. Et vous voyez que donc on l'a ici et ici comme marqué, et d'ailleurs ici, ce sont des lymphocytes TCD8, là, il n'y a pas énormément de différence, mais l'intérêt, c'est qu'on voit ici, dans le contexte d'anticorps anti-CTLA4, on peut détecter une population qui se trouve être des lymphocytes TCD4, ça c'est pas visible directement de ce schéma, mais je vous l'indique, et qui exprime une molécule membranaire qui est un coactivateur qui s'appelle ICOS-1. Donc cette population, elle est induite, en tous les cas on la détecte au niveau de la tumeur lorsqu'un traitement par anti-CTLA4 a été pratiqué, et on ne la détecte pas lorsqu'on utilise un anticorps anti-PD1, ici un, ou ici un autre, et lorsqu'on combine les deux traitements, on a une situation un tout petit peu hybride. Donc ça suggère que ces deux traitements induisent la présence dans les tumeurs de lymphocytes ayant des caractéristiques un peu différentes, qu'on peut résumer sur le schéma en dessous, qui résume un plus grand nombre d'informations. Schématiquement, on peut dire que l'utilisation d'anticorps anti-PD1 augmente de façon assez nette le nombre de lymphocytes qui infiltrent la tumeur. Et l'utilisation d'anticorps anti-CTLA4, certes, augmente la quantité de lymphocytes CD8, mais moins que dans le contexte de traitement par anticorps anti-PD1, mais fait apparaître de façon plus facilement détectable une population de lymphocytes CD4 qui expriment ICOS, c'est encore ici, qui ont des caractéristiques de ce qu'on appelle les lymphocytes H1, c'est-à-dire en particulier de produire beaucoup d'interféron gamma, qui est une des cytokines dont on a déjà parlé comme médiatrice de l'immunité antitumorale. Donc le point évidemment le plus intéressant en termes de thérapeutique, c'est que l'action est complémentaire, donc pourrait expliquer des quelques données que je vous ai montrées lors du cours précédent, c'est-à-dire que la combinaison de ces anticorps parfois est bénéfique. Donc ce petit schéma en bas à droite de la diapositive résume ce que je viens de vous dire. Donc ici on va voir l'image
de l'infiltrat de lymphocyte T intratumorale après traitement anti-PD1, à gauche après traitement anti-CTLA4, à partir d'une tumeur donnée, disons évidemment c'est une image, une représentation, comme vous voyez il y a assez peu de lymphocytes T présents au sein de la tumeur, et quand il y en a, ils sont rouges, ça veut dire que ce sont ces fameux lymphocytes T épuisés qui expriment notamment PD1. Vous voyez donc après traitement anti-CTLA4, il y a plus de ces cellules au sein de la tumeur, même s'ils ont éventuellement encore ce phénotype épuisé, mais apparaissent aussi en bleu ces lymphocytes Th1-like, parce que ce n'est pas exactement l'équivalent de ce qu'on peut voir dans d'autres contextes, mais qui infiltrent aussi, en tous les cas, qui commencent à pénétrer dans la tumeur. Alors que dans le contexte anti-PD1, on a moins de ces cellules bleues, entre guillemets, les lymphocytes TCD4, mais par contre, une expansion de lymphocytes TCD8, qui même s'ils ont un phénotype d'épuisement, leur capacité effectrice est réveillée, entre guillemets, et est moins inhibée du fait de la neutralisation de la fonction de la molécule PD1 dans son interaction avec PDL1, son ligand. Alors, à côté des lymphocytes TCD4 et CD8, dont on vient de parler, dont la migration et l'activation surtout peut être observée sous l'effet de ces traitements, il y a aussi un rôle pour d'autres lymphocytes. Et on va reparler de lymphocyte B, dont je vous avais déjà parlé lors des 2 premiers cours de cette série, en particulier sur des données assez récentes et relativement surprenantes qui font jouer un rôle au lymphocyte B dans l'immunité antitumorale, et ceci se retrouve à nouveau dans le contexte de traitement par anticorps anti-PD1, anti-CTLA4. Donc ici, les données que je vais vous montrer pour illustrer ce propos sont issues de données expérimentales, donc de modèles de cancer, comme vous pouvez le lire, implantés chez la souris, cancer du sein, et donc ces souris sont traitées par anticorps anti-PD1, CTLA4, etc., et sont étudiées de façon extrêmement précise l'expression des ARN messagers à l'échelle unicellulaire dans les cellules tumorales, et on regarde donc à nouveau le contexte des traitements. Donc ici, ce que l'on observe, c'est qu'à travers ces RNA messagers, on peut reconstituer la composition cellulaire en ce qui concerne les lymphocytes, et on peut distinguer dans ce modèle les situations donc, où les tumeurs vont répondre au traitement ou des tumeurs qui ne vont pas répondre au traitement. Donc on a un groupe ici de 22 tumeurs pour lesquelles les anticorps vont être actifs, et ici 23 qui résistent. Et si on regarde la composition en cellules au niveau de la tumeur, on s'aperçoit, ce n'est pas une surprise et ça recoupe ce que je vous ai déjà dit, que dans les tumeurs sensibles au traitement, il y a beaucoup plus de lymphocytes CD8, il y a aussi plus de lymphocytes CD4 mémoire activés, mais, et ceci est le résultat original, si je puis dire, est relativement nouveau, comme vous voyez, publication de l'année dernière, il y a plus de clusters lymphocytes B, de groupes de lymphocytes B, et de cellules qui produisent des anticorps d'isotype IgG. Donc évidemment, c'est corrélatif, ça ne permet pas de démontrer le fait qu'il y ait un rôle des lymphocytes B dans l'immunité antitumorale, cela le suggère, et on peut étendre cette notion ici dans l'étude de différentes tumeurs humaines, en haut à gauche, mélanome, en situation donc pré-thérapeutique, donc c'est une situation de prédiction d'efficacité d'un traitement, en l'occurrence anti-CTLA4, mélanome traité par combinaison CTLA4-PD1, cancer du sein traité uniquement par des néoadjuvants, cancer du sein traité encore d'une autre manière, et ici une autre forme encore de cancer. Vous pouvez voir que la réponse est peut-être prédite, la réponse au traitement, quel qu'il soit, anticorps ou néoadjuvant assurant un certain degré d'activation de réponse immunitaire, dépend d'un score du système immunitaire qui est composé sur l'identification de lymphocytes T et B. Et donc à chaque fois, on retrouve exactement la même tendance, c'est-à-dire que les sujets répondeurs sont des sujets dont le score T et B, j'insiste, est meilleur. Et ceci, donc, en l'occurrence, a une valeur prédictive, puisque c'est une analyse avant mise en route du traitement, quel qu'il soit, et donc dans des contextes tumoraux différents. Pour aller plus loin dans cette affaire du rôle des lymphocytes B, revenons à un modèle murin de cancer du sein, traitement combiné par anticorps anti-PD1 plus anticorps anti-CTLA4, et on va regarder ce qui se passe en termes de composition en lymphocytes B au sein de la tumeur sous l'effet de ce traitement. Eh bien, on va détecter, comparé à des tumeurs de souris non traitées, qu'il y a des lymphocytes B, identifiés par les marqueurs CD19 ou CD20, et qui expriment des molécules d'activation, que sont les molécules CD80 et 86. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus parmi ces 24 tumeurs
que dans les 18 non traités. Et on peut montrer ici en immunohistologie qu'à nouveau, dans le contexte d'un traitement par anticorps anti-PD1 et anti-CTLA4, on peut identifier des cellules qui produisent des IgG. Ce sont toutes les cellules brunes ici qu'on ne détecte pas si ces tumeurs n'ont pas fait l'objet de la thérapeutique avec ces deux anticorps anti-PD1 et CTLA4. Donc, qui montrent que grâce à ce traitement, soit des lymphocytes B migrent, soit des lymphocytes B déjà présents s'expandent et surtout se différencient en cellules produisant des anticorps dont on peut penser, ces anticorps, même si cela reste à démontrer, qu'ils reconnaissent des déterminants des tumeurs et contribuent à leur destruction en favorisant la phagocytose par des macrophages, par exemple. Donc c'est une notion importante et on peut le montrer par une expérience opposée qui va consister à dépléter en lymphocytes B ou T ou les deux dans les modèles tumoraux et de voir les conséquences. Donc vous avez ici, d'abord, on retrouve une notion qu'on a déjà largement exposée, qui est les conséquences de la déplétion en lymphocytes T, deux tumeurs différentes, survie, donc ce sont des données dans des modèles murins expérimentaux. Vous voyez que la survie est d'autant meilleure qu'on a d'une part traité ces souris par anticorps anti-PD1 et CTLA4, et qu'on n'a pas déplété les lymphocytes T. C'est les 8, c'est la courbe en rose. En orange, la courbe de déplétion des lymphocytes T CD4, donc qui montre que dans ce modèle précis, la tumeur T11, peu importe sa nature exacte, il y a une contribution aussi bien des lymphocytes T CD4 que CD8 à l'immunité antitumorale, même si globalement elle est insuffisante, puisqu'on voit qu'une fraction très importante des souris décèdent. Pour cette tumeur-là, les résultats sont les mêmes. Ça, c'est la survie des souris traitées par anticorps PD1 et CTLA4 sans déplétion des lymphocytes T. En rose, la déplétion des lymphocytes CD8. En orange, la déplétion des CD4. En noir, par ailleurs, ce sont les souris non traitées par anti-PD1, CTLA4. Donc, même conclusion qu'ici, contribution aussi bien des T CD8 que des T CD4 dans l'effet antitumoral induit par les deux anticorps. Ce n'est pas une surprise compte tenu de tout ce qu'on a pu discuter jusqu'ici. Mais là, l'élément nouveau, et donc qui participe de la discussion du rôle des lymphocytes B, c'est que maintenant, si pour les mêmes tumeurs, on effectue les mêmes expériences, mais qu'au lieu de dépléter les lymphocytes T, on déplète les lymphocytes B, de deux façons différentes d'ailleurs, soit en tuant les cellules qui expriment le marqueur CD20, soit CD19, qui sont encore une fois deux molécules membranaires exprimées par les lymphocytes B. Vous voyez très clairement, aussi bien pour cette tumeur que celle-là, que l'effet favorable à la survie des souris induit par la combinaison de l'injection des anticorps PD1 et CTLA4 est perdu en grande partie, pas totalement, mais en grande partie, si on déplète les lymphocytes B. Donc, indiscutablement, les lymphocytes B jouent un rôle dans l'immunité antitumorale favorisée par l'injection des anticorps PD1 et CTLA4. Donc, de quelle manière? Voilà, le modèle le plus logique, c'est de penser que le traitement, il permet, ce qu'on a déjà vu, une infiltration, donc une pénétration meilleure de lymphocytes T et l'activation des lymphocytes T jusque-là épuisés, et qui leur permet d'exercer une action directement antitumorale, mais aussi de lymphocytes T dits follicular helper, c'est-à-dire qui ont la capacité d'interagir ensuite avec des lymphocytes B et de faire en sorte que ces lymphocytes B, par activation, se différencient en plasmocytes et produisent des anticorps. Donc l'idée est que se forme in situ, peut-être dans ces structures lymphoïdes tertiaires dont, rappelez-vous, je vous ai parlé dans les cours précédents, soit produit donc par les lymphocytes B des anticorps, donc qui seraient dirigés contre les antigènes tumoraux. Je dis seraient au conditionnel parce que ces notions-là ne sont pas complètement établies, et donc la présence locale de ces anticorps, notamment dits de type IgG, facilite la destruction des tumeurs, des cellules tumorales par des macrophages, par un phénomène de cytotoxicité dépendant d'anticorps dont je vous ai dit un mot. Alors, l'élément de prudence en termes d'interprétation concernant les cancers chez l'homme, c'est que toutes les données que je vous ai montrées là concernent des modèles expérimentaux murins. Il n'y a pas à ce jour une transposition humaine, même si, rappelez-vous, les cours précédents, quand je vous ai montré qu'au sein de tumeurs plutôt de bons pronostics, on détecte des lymphocytes B et on détecte des follicules lymphoïdes tertiaires. Donc évidemment, c'est une information indirecte, corrélative, mais qui renforce le concept d'un rôle pour les lymphocytes B, donc probablement de production d'anticorps. On pourrait à la rigueur aussi imaginer que ces lymphocytes B participent de la présentation d'antigènes, parce qu'on sait que les lymphocytes B exercent aussi cette fonction, mais plus probablement, cette fonction antitumorale est exercée par la production d'anticorps dont il serait
intéressant d'analyser les caractéristiques. Donc ça, c'est l'objet de nouveaux projets de recherche. Si on poursuit l'analyse donc des conditions, des caractéristiques de l'immunothérapie des cancers par anticorps dirigés contre des molécules immunorégulatrices, tout ce dont on vient de discuter nous amène à discuter de marqueurs prédictifs que je vous ai déjà en partie montrés. Évidemment, il est très important en pratique médicale d'essayer, si c'est possible, d'obtenir, avant de décider d'un tel traitement, de marqueurs qui permettent d'identifier les patients qui ont le plus de chances de répondre à ce traitement. Et si cette probabilité est faible, plutôt d'envisager de recourir à d'autres stratégies thérapeutiques. Alors, quels marqueurs prédictifs on a pu définir? Donc, voici quelques données qui ont été obtenues dans la littérature scientifique récente. Ici, l'analyse de mélanome, donc mélanome humain, 48 tumeurs, donc c'est considérable. Et à nouveau, cette approche qui est aujourd'hui extrêmement riche et fructueuse en biologie, et en particulier donc en biologie des cancers, c'est l'étude unicellulaire du profil d'expression des gènes, donc des ARN messagers, donc single cell RNA sequencing, scRNA-seq. Et ce travail a été fait dans une biopsie de tumeur ou éventuellement une exérèse de tumeur avant traitement et après traitement. Et ensuite, on essaie de comparer, de voir ce qui se passe. Donc, le protocole, il est schématisé ici, à partir d'une tumeur humaine, où il va y avoir en l'occurrence un traitement par anticorps anti-PD1. Il y a des malades qui répondent pas. Bon, je n'insiste pas pour l'instant sur les chiffres. Biopsie tumorale, dissociation des cellules, marquage avec des anticorps pour identifier les cellules et analyse à l'échelle unicellulaire des ARN. Et ensuite, on intègre toutes ces données pour essayer de voir si on peut définir des éléments prédictifs. La réponse est oui, parce que si on arrive en simplifiant au résultat final, on peut définir des groupes. Donc je rappelle, on est dans le contexte de mélanome. On peut définir de groupes à partir de marqueurs qui définissent le pronostic. Et vous avez clairement ici les 33 patients qui sont distingués en deux groupes de taille égale, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le hasard. Dans les 16 patients dont les lymphocytes TCD8 avant traitement expriment ces deux molécules, le récepteur de l'interleukine 7, donc qui est un récepteur pour une cytokine donnée, et TCF7, qui est un facteur de transcription qui se rapproche de celui dont je vous ai dit un mot tout à l'heure et la semaine dernière, TCF1. La présence de telles cellules, qui correspondent probablement à ces cellules, entre guillemets, quasiment des cellules souches qui sont prêtes à s'expandre si on les stimule par les anticorps anti-molécules immunorégulatrices. Donc, si ces cellules sont détectées, la probabilité de succès du traitement et donc de survie des malades est bien meilleure à la situation où de telles cellules sont moins fréquemment détectées. Donc, on a là un possible marqueur prédictif d'efficacité. Autre exemple, cette fois-ci dans un contexte expérimental, chez la souris, où sont implantés à ces souris des mélanomes, et on regarde ce qui se passe sur les populations, les fameux lymphocytes T épuisés, qui expriment la molécule TIM3, et aussi CD39, qui est aussi une molécule associée avec le fait que les lymphocytes ne soient pas actifs. Mais on va voir si... Alors c'est une autre immunothérapie, puisqu'on utilise cette fois-ci un anticorps anti-CD39, mais c'est le même principe qu'avec les anticorps anti-PD1 ou CTLA4. Et on s'aperçoit que si on compare l'effet d'un anticorps anti-CD39 ou anti-TIM3, une autre molécule immunorégulatrice, ou si on combine les deux, qu'on arrive à restaurer partiellement la survie de certaines souris en neutralisant ces molécules, et que donc le fait de trouver cette population épuisée, entre guillemets, dans la tumeur au préalable est un facteur pronostic. Ici, c'est la comparaison avec lorsqu'on utilise les anticorps PD1 et CTLA4, on a un certain effet, et ce qui n'est pas inintéressant pour le développement futur d'immunothérapie des cancers, c'est que la combinaison triple PD1, CTLA4, CD39 en bleu fait mieux que la combinaison PD1, CTLA4 ou bien CD39 seul. Donc il est possible de réactiver, booster cette population épuisée TCF7-. Donc là, il y a une petite contradiction avec des données que je vous ai montrées au préalable. Mais enfin, sur le principe, les données sont du même type. Mais les populations qui expriment des marqueurs comme CD39 et TIM3. Et il est possible donc, de traiter encore plus, stimuler, ou plutôt libérer encore mieux la capacité de ces lymphocytes épuisés à reprendre une activité effectrice en
ciblant une deuxième, une troisième, voire une quatrième molécule, pourrait avoir un effet bénéfique. On y reviendra dans l'idée de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc si on poursuit cette analyse de marqueurs prédictifs, ici encore une autre analyse chez l'homme, un peu plus ancienne, où c'est le même principe, on définit un score prédictif, c'est Immune Score, qui est fondé ici sur, vous voyez, chaque étude a abouti à des données légèrement différentes, mais l'idée est la même, c'est que l'expression de PDL1, donc le ligand de PD1, par la tumeur, le fait qu'on trouve des lymphocytes T PD1 positifs, le fait qu'ils expriment des fonctions de type TH1, on en a parlé tout à l'heure, comme l'interféron gamma, et le niveau d'expression de CTLA4 permet de définir un score qui est gradé ici donc de 0 à 3. Et vous voyez très, très clairement eh bien, qu'il y a une hiérarchie de chances de survie sans progression d'une tumeur. Ici, c'est une combinaison de malades, 75 malades, qui ont été traités par anticorps PDL1, mais ça revient quasiment au même qu'un traitement par anticorps PD1, puisque c'est le ligand de PD1. Donc, une combinaison de patients qui ont soit un cancer du poumon, soit un cancer du rein, soit un mélanome. Et donc, les malades qui ont le meilleur score, IHC3, donc lié à ces marqueurs, présence de PDL1, de PD1, TH1, CTLA4, donc les cibles des anticorps qui libèrent la réponse immune sont présentes, est associé à un meilleur pronostic, c'est-à-dire ici défini par une survie sans progression de la tumeur, et que si on descend en dessous de 3, 2, 1, 0, c'est de moins en moins bien. Donc c'est clairement la définition d'éléments prédictifs et qui ne sont pas surprenants puisqu'ils sont liés à une préexistence de lymphocytes T dans la tumeur ou à proximité et de lymphocytes T et de cellules tumorales qui expriment les molécules qui sont ciblées par les anticorps et donc qui donnent une plus grande chance d'action de ces anticorps, même si on a vu aussi la dernière fois que dans certaines circonstances, on n'arrive pas à trouver cette corrélation. Donc il y a évidemment une certaine variabilité. Et donc, on peut aussi même faire des choses assez simples et très visibles. Ici, c'est l'immunohistologie des tumeurs, où finalement, si on caricature les trois pôles d'observation, même s'ils sont ici extrêmes, vous avez les situations, donc en haut, ce sont les situations avant traitement par anticorps type PDL1, et ici, on a refait des biopsies 9 semaines après le début du traitement. Donc, on a 3 situations ici. Celle-ci où dans la tumeur, on ne trouve pas du tout de lymphocytes T, qu'on devrait voir marqué en marron, comme ici ou ici. D'où le terme d'ignorance immunologique, parce que l'absence complète de lymphocytes T, que ce soit dans la tumeur ou autour, suggère qu'en fait, que cette tumeur n'a pas engendré de réponse immune. Et vous voyez que dans cette circonstance, donc c'est une tumeur particulièrement froide, pour reprendre un qualificatif que j'ai déjà employé. Vous voyez que dans cette circonstance, après traitement, rien n'a changé. Et donc, évidemment, s'il n'y a pas de lymphocytes T dans la tumeur, ni même autour de la tumeur, la probabilité d'une réponse est quasiment nulle, et donc il ne se passe rien. La deuxième situation est celle où il y a des lymphocytes T dans la tumeur. Vous voyez les petits points bruns dispersés dans la tumeur. Et après traitement, c'est une circonstance plutôt favorable. On observe que les lymphocytes T sont présents, et plutôt en plus grande quantité, qui suggère qu'il y a eu une expansion. Et c'est dans cette circonstance-là que l'on observe le plus souvent une efficacité des traitements. Donc évidemment, une telle image, donc qui revient, c'est ici de façon plus simplifiée que dans les données juste précédemment décrites, c'est la définition d'un score pronostic défini par la présence de lymphocytes T intratumorales. Et puis il y a une troisième situation qui est en fait ici montrée de façon péjorative, parfois elle est un petit peu moins, c'est il y a des lymphocytes T, mais ils sont en périphérie. Vous voyez, la tumeur est là, mais on ne trouve guère de petits points bruns au sein de la tumeur, ils sont tous en périphérie. Et à vrai dire, là, il peut se passer deux choses. Dans l'exemple qui est montré sur cette diapositive, le résultat est péjoratif, puisque après traitement, les lymphocytes T sont toujours en périphérie. Il y en a peut-être plus, d'ailleurs, mais ils n'ont pas réussi à pénétrer la tumeur, et donc c'est une situation d'échec. Il y a aussi des situations, et je me souviens vous en avoir montré un exemple dans le cours précédent, où on peut voir une fraction des lymphocytes périphériques être capable de migrer au sein de la tumeur. Ça dépend beaucoup d'autres notions dont on a déjà parlé, qui correspondent aux caractéristiques de l'environnement tumoral, du micro-environnement tumoral. Est-ce qu'il est plus ou moins immunosuppresseur? Est-ce que, par exemple, il y a une barrière mécanique liée à la présence d'une fibrose importante, d'un tissu conjonctival important, qui empêche les lymphocytes T d'accéder aux cellules tumorales? Donc là, il y a d'autres variables qui interviennent, mais
en tous les cas, ces trois observations ici illustrent de quelle manière on peut déterminer dans une certaine mesure, en amont d'une thérapeutique, en fonction de ce que l'on observe au sein de la tumeur, simplement par immunomarquage comme ici, ou de façon plus sophistiquée en utilisant des marqueurs liés aux ARN transcrits au sein en particulier des cellules immunocompétentes, on peut définir des facteurs prédictifs d'efficacité. Alors il y a une autre cellule qui intervient, on en a déjà parlé dans d'autres contextes, mais elle intervient dans le pronostic, ce sont les macrophages. Et on va voir que là, on a une situation balancée, comme je vous l'ai déjà décrit, où les macrophages peuvent exercer une action antitumorale puissante, je vous rappelle, en particulier par la phagocytose et la destruction de cellules tumorales, mais aussi peuvent exercer des effets immunosuppresseurs en fonction du type de protéines qu'elles produisent. Donc voilà un modèle qui va l'illustrer, qui est un modèle expérimental de sarcome, donc cancer du tissu conjonctif, induit par un carcinogène chimique chez la souris. Et donc ces souris vont recevoir un traitement soit par anticorps anti-PD1, soit par anticorps anti-CTLA4, soit les deux. Et à nouveau, on procède au même type d'analyse que je vous ai déjà brièvement décrit, c'est-à-dire à l'échelle unicellulaire, l'analyse de l'expression des transcrits qui permet de recomposer des groupes de cellules ayant un certain profil de transcrits détectable, et puis l'analyse par CyTOF, cytométrie en spectrométrie de masse, de toute une série de marqueurs protéiques, membranaires et éventuellement intracellulaires. Donc quand on fait ça, on retrouve ce type d'image que je vous ai déjà montré, où les groupes de cellules différentes peuvent être distingués. On peut faire une représentation topographique, évidemment, qui est arbitraire, mais qui permet de définir toutes sortes de populations. Et ici, il y en a 16 au moins, 17 même. Vous voyez ici les lymphocytes CD4, les CD8, les cellules NK, etc. Et il y a un gros paquet de cellules ici. Chaque point, c'est une cellule. Évidemment, les couleurs sont artificielles. Elles sont là uniquement pour mieux voir les différents groupes, les groupes cellulaires. Il y a 5 groupes de monocytes macrophages. Vous voyez, dans ce travail, c'est considérable. Ils ont étudié presque 15 000 cellules à l'échelle unicellulaire pour aboutir à ce type de résultat. Et ce qui est intéressant, comme on va le voir dans un instant, c'est donc cette notion qui était à l'époque nouvelle de définition de population de macrophages intratumoraux différents. Et on va voir que certains d'entre eux ont une action inhibitrice de la réponse immune contre le cancer, alors qu'à l'inverse, d'autres sont au contraire plus favorables et que ceci peut évoluer au cours du temps. Donc voici ce type d'analyse dans 4 conditions. La condition d'une tumeur qui n'a pas été soumise à un traitement par anti-PD1, CTLA4 ou la combinaison des deux, traitement par anti-PD1, traitement par anti-CTLA4, traitement combinant anti-PD1 et CTLA4. Vous voyez à l'évidence qu'on a des profils différents dans la situation contrôle. Par exemple, la population numéro 2, c'est une représentation quantitative ici, prédomine, suivie de la population verte, c'est la numéro 5, et enfin, on peut avoir une idée quantitative. Vous voyez que donc, ce profil est différent du profil... pardon, je suis en train de vous dire une bêtise. Donc la population numéro 1, celle qui... Je ne vous ai pas dit les choses correctement. La population numéro 1 contrôle a sa représentation ici en noir. Dans le contexte du traitement par anti-PD1, elle est ici en rouge. Dans le contexte du traitement par anti-CTLA4, en vert. Et dans la combinaison, en bleu. Donc cette population spécifique-là, numéro 1, vous voyez qu'elle est beaucoup moins représentée lorsqu'il y a le double traitement, ce qui est imagé par cette colonne beaucoup plus basse qu'ici. Cette même analyse pour la population numéro 2, donc la population rouge, dont j'avais commencé à vous parler, qui est très importante dans la tumeur contrôle et qui diminue, tac, tac, tac et tac, dans le contexte tac, 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 plutôt, rouge, vert, bleu, dans les 3 contextes thérapeutiques, et ainsi de suite pour la population 3. Donc la population 3, c'est celle qui est en orange. Vous voyez qu'au contraire, son nombre augmente. C'est ici les colonnes rouge, vert, bleu, comparées au contrôle. Il en est de même pour les 4 et 5. Alors, une fois qu'on a dit cela, ce qui est intéressant d'observer, ce que je ne vais pas vous montrer, c'est qu'en fait, si on regarde les caractéristiques des macrophages des populations 1 et 2, donc la population qui est ici en gris et également la population ici en rouge, ces macrophages-là qui prédominent plutôt au sein des tumeurs en l'absence de thérapeutique, ce sont des macrophages qui ont un effet anti-inflammatoire et qui sont immunosuppresseurs et donc qui sont défavorables au contrôle de la tumeur. Et il est intéressant d'observer que sous l'effet des traitements, la proportion de ces deux populations, 1 et 2,
ici et ici, diminue, même s'il y a quelques variations. A contrario, les populations 3, 4, 5, 3 orange, c'est net, 4 violet ici, c'est assez net qu'elle augmente, et ça va crescendo comme cela, et 5, la population ici verte, dont on voit qu'elle augmente surtout dans ces deux circonstances, eh bien, ce sont des macrophages qui ont un effet pro-inflammatoire et favorable au contrôle de la tumeur. Donc, autrement dit, on observe une modulation des populations de macrophages sous l'effet des traitements, mais du coup, on peut aussi envisager, même si ce n'est pas tout à fait évident sur ce résultat, que peut-être l'analyse de ce type d'analyse entre présence de macrophages à effet immunosuppresseur et de macrophages à effet, au contraire, favorable au contrôle de la tumeur, au préalable d'un traitement, donc dans une biopsie du tissu tumoral, peut, dans une certaine mesure, prédire un succès, puisqu'on peut imaginer logiquement que plus les populations 3, 4, 5 seront représentées, plus seront grandes les chances de voir qu'elles s'amplifient et qu'elles exercent un effet favorable sous l'effet du traitement. Donc deux informations ici. Les modifications des populations macrophagiques sous l'effet des traitements qui favorisent les réponses immunité, donc il y a un effet indirect sur les macrophages, et sans doute utilisation pronostique de ces données. C'est ce qui est résumé en bas de cette diapositive. Et on peut montrer qu'en parallèle donc, de ces modifications macrophagiques, il y a des modifications corrélées dans un sens lors de traitement, de réduction de présence de populations lymphocytaires T immunosuppressives, typiquement les lymphocytes T régulateurs, vous voyez que le nombre diminue dans les contextes rouge, vert, bleu, c'est-à-dire traités. A contrario, on voit augmenter plutôt au moins populations de TCD4, certaines populations de TCD8. Pour les SULNK, c'est un peu plus bigarré. Donc, augmentation des T activés, c'est le cas des CD4 ici, dit S3 ou CD8 dit S2, diminution des lymphocytes T régulateurs. Donc il y a une espèce de coordination entre ce qui se passe au niveau des macrophages et au niveau des populations de lymphocytes T. Et donc on revient à cette question concernant la composition initiale en macrophages, dans quelle mesure ils peuvent être prédictifs. C'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui et on peut penser, évidemment, ce sont des analyses assez lourdes, mais que cela pourrait être une aide à la détermination des indications thérapeutiques et spécifiquement quant à l'utilisation des anticorps dont on parle cet après-midi. Alors, on peut poursuivre cette analyse de quelles sont les conditions qui permettent, dans lesquelles on observe au mieux l'efficacité des anticorps, et on va retrouver des notions qu'on a déjà discutées, deux notions au moins qu'on a déjà discutées, plus une nouvelle. Les deux notions dont on a déjà discuté, c'est la première qui est marquée en noir ici, efficacité et présence de néo-antigènes. Je vous ai, je crois, assez longuement décrit le fait que s'il y a une immunothérapie des cancers, c'est qu'il y a une réponse immune essentiellement des lymphocytes T, donc peut-être aussi lymphocytes B contre les cellules tumorales, et que ceci repose en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie dans la reconnaissance de néo-antigènes générés par les mutations au sein du génome des cellules tumorales. Et le corollaire de ça, c'est ce qu'on discutera ensuite, c'est la diversité des molécules HLA, dans leur capacité, en tant que molécules d'histocompatibilité, de présenter un spectre large de néo-antigènes, donc augmentant d'autant les réponses T. Alors, regardons ce qu'il en est concernant les mutations somatiques. Brièvement, je vais aller assez vite là parce qu'on va recouper des notions déjà évoquées. Donc, 31 patients, études de tumeurs du poumon non à petites cellules, traitement par anticorps anti-PD1, et donc les tumeurs ont été séquencées, donc permettant d'identifier les mutations somatiques. Et de ces mutations somatiques, on a prédit, selon la technologie dont je vous ai parlé antérieurement, la présence de néo-antigènes. Et on observe très clairement qu'on a un effet bénéfique durable qui est complètement corrélé à la présence du nombre de mutations non synonymes, donc c'est-à-dire susceptibles de donner naissance à des néo-antigènes, par opposition à des mutations synonymes qui ne changent pas la séquence d'acides aminés. Donc vous voyez que la différence par rapport dans le contexte où le nombre de mutations est beaucoup plus faible, et donc c'est une représentation ici qui est sous forme en fonction du temps et qui vous dit exactement la même chose. Donc il est logique de penser, mais c'est bien de le démontrer, que l'efficacité des anticorps est d'autant meilleure qu'il y a des néo-antigènes qui sont reconnus par les lymphocytes T. Même affaire ici, où là directement on regarde le nombre de néo-antigènes, mais donc c'est plus proche
évidemment de la physiologie des réponses immunité. Et c'est dans les situations de réponse durable, D pour durable, eh bien, il y a beaucoup plus de néoantigènes par tumeur, en moyenne, vous voyez, 200 contre les situations non durables, et ça se traduit aussi en survie sans progression tumorale en fonction du temps. Donc ceci est tout à fait clair. Donc l'immunogénicité de la tumeur est un facteur crucial de l'efficacité de l'immunothérapie permettant de réactiver des cellules T, entre guillemets, dormantes, rendues incapables d'action par les molécules immunorégulatrices comme PD1, évidemment. Ça, c'est un autre exemple, mais c'est exactement le même type de résultat. Mélanome, 64 patients et 2 cohortes. Bon, c'est première cohorte dite d'analyse, puis validation, discovery et validation. Ça, c'est juste une méthodologie rigoureuse d'analyse. Donc, ce sont des patients dont le traitement a consisté, entre autres, en l'injection d'anticorps anti-CTLA4. C'est exactement les mêmes résultats. Le nombre de mutations retrouvées par exome au sein des tumeurs. Et en moyenne, évidemment, il y a une variabilité individuelle, hein, mais en moyenne, plus il y a de mutations, plus on observe une efficacité du traitement dans les 2 groupes de malades. Et en fonction du temps, survie des malades, vous voyez que si on prend la survie des malades dont les mutations comportent plus que 100 mutations, eh bien, la survie est très significativement supérieure à la survie des malades dont les tumeurs comportent moins de 100 mutations. C'est tout à fait clair, même si ça repose sur l'étude d'un petit nombre de malades. Mais évidemment, facilement, vous pouvez concevoir que ce sont des études très lourdes, puisqu'elles impliquent un séquençage entier de l'exome des tumeurs et une analyse donc extrêmement rigoureuse pour identifier tout cela. Et de la même façon ici, alors en étant encore plus précis, on met en évidence le rôle d'un néo-antigène validé, c'est-à-dire que vous avez ici une séquence d'acides aminés et où il y a eu une mutation qui fait que K, la lysine, est remplacée ici par E. Et donc on regarde la réponse des lymphocytes T contre ce peptide, et vous voyez qu'il y a une réponse qui est très très forte. Là, c'est lu à travers la production d'interféron gamma et de TNF, et que sous l'effet d'anticorps anti-CTLA4, eh bien, on voit cette réponse augmenter. Donc on peut la démontrer même à l'échelle de la reconnaissance d'un peptide donné, un néo-antigène, qui est la conséquence de la mutation du gène qui code pour ce petit morceau de protéine, où le K devient E. Voilà, donc on peut imaginer ici ce qui se passe, c'est dans un contexte de traitement par anti-CTLA4, la lymphocyte T, cellule présentant l'antigène. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne CTLA4, c'est là que se joue sa fonction régulatrice. Donc on a un peptide, néopeptide ici, susceptible d'activer le lymphocyte T, mais blocage de la réponse parce qu'il y a l'interaction entre CTLA4 et B7. L'anticorps lève cette inhibition, la réponse immune peut se faire de façon un peu schématique, mais c'est ce qui est démontré spécifiquement ici. Et on peut encore retrouver cette histoire de néoantigène à travers une notion que j'avais déjà évoquée, je pense, lors du premier cours du cycle de cette année. Je vous rappelle donc qu'il y a des individus, des patients qui ont la malchance d'avoir une maladie génétique qui fait que leur un système de réparation d'ADN, on appelle en anglais le mismatch repair, ne fonctionne pas bien. La conséquence pour eux, malheureusement, c'est ils sont à haut risque de cancer récurrent, mais une petite contrepartie, néanmoins, c'est que compte tenu de ces défauts de réparation de l'ADN, ils ont beaucoup plus de mutations dans leur génome. Et de fait, ces malades, les tumeurs de ces malades, répondent beaucoup mieux au traitement par anticorps anti-PD1, parce qu'à nouveau, les lymphocytes sont susceptibles de reconnaître plus de néopeptides. C'est ce que vous voyez ici avec la courbe rouge, comparée aux patients qui n'ont pas ces anomalies du mismatch repair, où la fréquence de réponse est significativement plus faible. Donc tout ça concorde dans le même sens. C'est ce qui est encore montré ici, avec en fonction du nombre de mutations portées par les tumeurs, TMB, Tumor Mutational Burden, donc la masse de mutations, avec un effet favorable, globalement, pour les cancers à petites cellules, pour les mélanomes. Donc d'une certaine façon, je me répète, mais au moins j'espère que ça rendra les choses claires, le plus clair possible. Mais aussi, en parallèle, c'est une notion supplémentaire, c'est que si on estime un score d'inflammation, donc la présence intratumorale de molécules favorables à l'action antitumorale, eh bien, on retrouve la même corrélation. Donc là, on a deux aspects, on va voir, qui se combinent de façon intéressante. On a d'un côté cette histoire de nombre de mutations, donc de nombre de néopeptides susceptibles d'être reconnus par les lymphocytes, mais aussi un état plutôt pro-inflammatoire
en ce qui concerne inflammatoire dans le sens favorable à une réponse immune, avec notamment la présence des interférons, qui sont un élément de bon pronostic. Donc on peut combiner tout cela et finalement recouper une notion qui est devenue observable par les tentatives empiriques de thérapeutique. Donc si on considère l'anticorps anti-PD1, traitement par anticorps anti-PD1, et les biomarqueurs de prédiction, on sait que les réponses sont plutôt meilleures, par exemple, dans certains cancers colorectaux, certains cancers du poumon et des mélanomes, dont on a déjà parlé. Et vous pouvez voir que ceci corrèle avec le fait que beaucoup plus souvent, ici sur 100% de tumeurs, vous voyez que pour les cancers colorectaux, chez les sujets qui ont ces fameuses mutations qui font qu'il y a beaucoup de néoantigènes, donc il y a beaucoup de mutations, c'est logique, c'est la conséquence directe, mais aussi une situation assez pro-inflammatoire, donc qui fait qu'on est à une situation assez favorable pour la thérapeutique. Dans ce type de cancer du poumon, c'est assez favorable, mais où il y a à la fois un effet favorable du nombre de mutations et de l'état de signature T pro-inflammatoire, mais à contrario, si je prends l'extrême de l'extrême, dans les glioblastomes, où il y a extrêmement peu de lymphocytes T présents dans les tumeurs, très très peu de néoantigènes, donc la situation est même carrément négative, puisqu'on ne trouve pas de tumeurs dans lesquelles il y a à la fois beaucoup de mutations et ou un état pro-inflammatoire T. Donc c'est une situation d'échec certain de traitement par anti-PD1, et évidemment la situation est dégradée, et avec des situations donc, où on a les deux, qui est la situation la plus favorable, le rouge, beaucoup de mutations, donc ce qu'on voit aussi en bleu, ou qu'un état pro-inflammatoire T, c'est ce qui est en gris, et puis le gris clair, donc la situation où il n'y a ni l'un ni l'autre, le glioblastome étant la situation la plus défavorable, mais vous voyez qu'il y a un dégradé et qui corrèle assez bien avec globalement la notion qu'on a clinique, que je vous ai montré dans le précédent cours, de chance de succès de traitement par anticorps anti-PD1. Donc on a une hétérogénéité entre tumeurs, mais évidemment ce qui complique les choses, ça se voit très bien sur cette image, c'est qu'il y a aussi une hétérogénéité au sein de chaque type tumoral. Et donc, malheureusement, pour un malade donné, on ne peut pas se contenter de dire « Ok, vous avez un mélanome, mettons si je prends la troisième ligne ici, vous avez un mélanome, donc vous avez sans doute une très bonne chance d'avoir une efficacité de l'anticorps anti-PD1 ». Ça dépend. Si le patient fait partie de cette fraction de colonne de couleur rose, le pronostic est meilleur que s'il fait partie de ceux qui sont dans la fraction grise, claire, parce que là, les chances de succès sont beaucoup plus faibles. Donc, à nouveau, on revient dans la définition de biomarqueurs de prédiction qui oriente la thérapeutique. Donc, c'est aussi lié, la reconnaissance d'antigènes est liée à la diversité HLA, et donc on peut estimer ce qui a été appelé ici HED, un indice de divergence des antigènes HLA classe 1, c'est-à-dire que pour un individu donné, en fonction de l'hétérozygosité des différents allèles et aussi de la capacité d'un allèle donné de reconnaître plus ou moins de peptides, on peut définir un indice de divergence. Donc, et plus il est grand, plus ça veut dire que la probabilité de se lier de ces molécules HLA à des peptides est grande, et donc ceci augmentant d'autant la probabilité d'une réponse T dirigée contre des peptides. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est que cet indice de diversité des allèles HLA corrèle avec l'efficacité de l'immunothérapie. Alors, ça vous est montré ici, par exemple, pour 3 tumeurs, un mélanome traité, enfin 2 tumeurs, mais avec des traitements différents. Mélanome traité par anticorps anti-CTLA4, cancer du poumon traité par anti-PD1, mélanome traité par anti-PD1 ou PD1. Et vous voyez que quand l'indice de diversité HLA est élevé, la probabilité de survie à chaque fois est meilleure. Donc, ça recoupe cette notion qui est que, évidemment, plus de diversité HLA veut dire plus de reconnaissance de néopeptides, donc un nombre de néopeptides égal, et plus de réponses T. Donc la diversité HLA classe 1 est de bons pronostics. Je vais vous passer ça qui dit la même chose, et donc dire que globalement, on arrive à une situation, pour une cellule tumorale face à un lymphocyte T et une variabilité de molécules HLA schématisée par ces petits dessins de combinaison. La molécule HLA est en vert kaki, je pense, comme on pourrait dire, et le peptide, c'est la partie vert plus pâle, qui est évidemment variable. En termes de structure, c'est une image ici, mais plus il y a de capacité de reconnaître de tels peptides, plus il y a de réponse immune, plus il y a de lymphocytes T dans les tumeurs, et plus il y a d'antigènes reconnus, et in fine, une meilleure réponse.
Et donc ceci se combine en termes de définition de valeurs pronostiques. Alors, en approchant de la fin de la discussion des conditions d'efficacité des anticorps anti-CTLA4, PD1, etc., il faut faire une part à une discussion récente, une observation récente, qui est très intrigante. A priori, c'est difficile à envisager et qui n'a pas encore reçu aujourd'hui une explication complète, mais qui mérite d'être discutée. Et en tous les cas, vous allez voir que ceci a une application thérapeutique probablement importante, qui est le rôle du microbiote. Donc je vous rappelle, je pense que chacun le sait, que dans une partie de notre intestin, essentiellement dans le côlon, un peu dans l'iléon, nous avons une flore intestinale extrêmement importante. Il y a un très grand nombre de bactéries qui sont présentes et qui appartiennent à un très grand nombre de classes de bactéries différentes. Et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de variations du microbiote associées à ce centre de pathologie. Ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais il y a un lien, comme on va le voir maintenant, entre microbiote intestinal et réponse au traitement par anticorps qui lèvent les freins des réponses immunes des cancers. Alors sur quoi repose cette affirmation? Sur une série d'abord de données cliniques et de données expérimentales relativement anciennes, comme le fait, que vous pouvez le lire, que si on essaye de traiter un cancer chez une souris axène, c'est-à-dire en gros dépourvue d'une flore intestinale, l'efficacité du traitement est nettement diminuée. On va voir cela. On sait, à contrario, que les microbes, les bactéries présentes au niveau de l'intestin sont capables, à travers des produits comme les lipopolysaccharides et d'autres substances, de stimuler un certain degré de réponse immune, notamment les réponses de l'immunité innée, et que peut-être ceci pourrait être favorable à renforcer aussi l'immunité adaptative. A contrario, je vais vous le montrer, que l'antibiothérapie donc utilisée pour traiter telle ou telle infection, mais qui évidemment agit aussi sur le microbiote intestinal, une utilisation récente de l'antibiothérapie a un effet néfaste sur le traitement du cancer par ces anticorps, et qu'on peut reproduire, on va le voir, les effets favorables ou défavorables en fonction qu'il y ait ou il n'y ait pas tel ou tel type de microbe dans des expériences de transfert de flore à des souris. On peut montrer donc le rôle de cette flore dans l'efficacité du traitement. Alors, voyons quelques données précises. D'abord, l'antibiothérapie. Vous avez ici des données donc, expérimentales. Il s'agit de souris chez lesquelles un mélanome se développe. Donc, ici, c'est la taille, excusez-moi, le volume de la tumeur en fonction du temps à partir de l'implantation. Il y a une croissance tumorale importante. Si on traite ces souris avec anticorps anti-CTLA4 et anti-PD1, on bloque de façon tout à fait spectaculaire la croissance de cette tumeur. Mais si on administre en même temps, en rouge, un antibiotique à la souris, vous voyez qu'on perd une partie de l'efficacité, la croissance tumorale est nettement supérieure. Et on va dire qu'on administre l'anticorps ou pas, on a un résultat quasiment équivalent. Ici, c'est la survie des souris, c'est la même histoire. La seule situation plutôt favorable, même si on voit que ce n'est qu'un effet de retard au décès des souris, donc ce n'est pas une immunothérapie complètement efficace, loin de là, mais enfin, il y a un effet qui est quantifiable par la prolongation de la durée de vie des souris. La seule situation où cet effet est observé, c'est lorsque, d'une part, les souris sont traitées par anticorps anti-CTLA4 et PD1 et qu'elles ont une flore intestinale. Si on ajoute un antibiotique, on réduit la durée de vie d'une façon tout à fait considérable. On peut montrer qu'on peut transférer ces flores et avoir un effet. Alors ici, ce sont des données humaines, à partir, comme vous pouvez lire, de tumeurs observées chez 249 patients, des cancers du poumon, non à petites cellules, cancer du rein, cancer urologique comme cancer de la vessie, traités par anticorps anti-PD1 ou PDL1. Alors, ce sont des données rétrospectives, donc il faut toujours se méfier, il peut y avoir des biais d'analyse, mais enfin, ce qu'on observe, c'est que l'efficacité des traitements pour ces différentes tumeurs est bien meilleure si les malades n'ont pas reçu l'antibiotique depuis un certain temps. Donc ici, vous avez la survie sans progression des tumeurs. Ici, c'est la survie globale, donc c'est évidemment moins stringent pour des cancers du poumon ici. Ici, à nouveau, survie globale, cancer du poumon, et ici, c'est le cancer du rein. Et vous voyez à chaque fois les courbes noires sont largement meilleures que les courbes rouges étant les patients en fait, qui ont reçu une antibiothérapie dans
la période qui précède le traitement, en l'occurrence par anticorps PD1 ou anti-PD1, donc des données qui vont dans le même sens que celles que je vous ai montrées dans le modèle expérimental de mélanome chez la souris. Donc on peut observer des effets à travers le transfert de microbiote fécal, c'est-à-dire qu'on isole des fesses le microbiote, les bactéries, et on les transfère d'une souris à l'autre. Et on va ici le faire dans un modèle expérimental de sarcome, donc où on fait éventuellement, ce qui est en anglais le fecal transfer, ici, et il y a une inoculation d'une tumeur, et on traite ensuite dans ce modèle, par anticorps anti-PD1. Donc si on transfère, c'est ce qui est ici marqué par le R, si on transfère des bactéries qui proviennent des selles d'une souris qui a elle-même avait une tumeur et qui était traitée par anti-PD1, et avec une réponse positive, répondeur, R. Vous voyez que dans la tumeur de la seconde souris, chez laquelle on a transféré cette flore-là, la réponse au traitement est meilleure que si on transfère une flore qui provient d'une souris qui n'était pas répondeuse, et en condition germ-free, donc il n'y a pas d'autres germes qui interviennent. Autrement dit, est associé apparemment à une réponse positive, en l'occurrence un anticorps anti-PD1, un certain type de flore microbienne dans l'intestin. Les mêmes résultats sont obtenus ici, où on a, pour obtenir une absence de flore de base des souris, elles sont en conditions où il y a peu de germes, et on ajoute en plus une antibiothérapie. Mais ensuite, on arrête l'antibiothérapie, bien sûr, et on administre la flore, qui est soit celle d'une souris qui a répondu à un traitement d'immunothérapie d'un cancer, anti-PD1, ou ici, ou qui n'a pas répondu. Et donc, clairement, il y a une association entre le type de flore et la réponse. Donc le transfert, c'est ce qui est conclu ici, le transfert de flore intestinale issue de patients. Donc, pardon, les flores viennent des patients, pas de souris, j'ai dit une bêtise, mais l'expérience est faite chez la souris, mais ça revient au même. Le transfert de flore issue de patients avec un cancer du poumon qui ont répondu au traitement par anticorps anti-PDL1 ou PD1, c'est PD1, il y a une petite erreur ici, a un effet bénéfique sur l'immunothérapie de la tumeur. Donc encore une fois, le lien existe entre caractéristiques de la flore intestinale au moment du traitement et réponse positive à ce traitement. Alors, évidemment, la question se pose de quel type est ce lien. Mais avant de le discuter, vous avez ici d'autres données concernant des patients 112 malades, donc une série importante, traités par anticorps anti-PD1, et sont analysées les flores intestinales et buccales. En l'occurrence, la flore buccale n'a pas de lien avec la réponse au traitement. Mais si on regarde la diversité de la flore, donc combien il y a d'espèces de bactéries différentes présentes dans la flore intestinale, on s'aperçoit que, même s'il y a une grande variabilité, que les répondeurs au traitement, R, ont une flore qui est plus diverse que les non-répondeurs. Okay, et ceci peut être montré en termes de survie sans progression tumorale. Les patients qui ont une flore intestinale avec une diversité élevée, high, ont une bien meilleure survie que les patients qui ont une flore intestinale moins diverse. Donc il y a là des éléments qui suggèrent qu'il y a des produits microbiens associés à certaines bactéries de la flore intestinale qui exercent un effet favorable sur les conditions du traitement par anticorps anti-PD1 dans cet exemple-là. Alors évidemment, ça donne envie d'aller voir en détail. Évidemment, les choses se compliquent puisqu'il y a énormément de types de bactéries différents, mais ce diagramme vous montre, évidemment je ne vais pas discuter tous les détails, mais qu'on trouve par exemple des bactéries de ces classes-là, les firmicutes, les Clostridia, qui sont des bactéries anaérobies par exemple, et d'autres, on les trouve beaucoup plus fréquemment chez les sujets donc, qui répondent au traitement, alors que ces bactéries-là, Bacteroidetes, Prevotella, etc., sont des bactéries dont la présence dans l'intestin est associée à une moindre probabilité de réponse, donc plutôt une non-réponse en l'occurrence, au traitement par anti-PD1, donc ici dans le contexte de mélanome chez l'homme. Donc on peut à nouveau essayer de reproduire ce phénomène, c'est le même type d'expérience que je vous ai montré déjà tout à l'heure, mais qui l'illustre bien, où donc on va transférer à des souris qui n'ont pas de bactéries, germ-free, on va leur transférer une flore humaine, intestinale, qui proviennent de sujets qui ont répondu ou qui n'ont pas répondu au traitement, dans le contexte du traitement de mélanome par anti-PD1. Et ensuite, on injecte les cellules, la tumeur, le mélanome, et on regarde ce qui se passe en termes de croissance tumorale dans un contexte où ces souris
sont traités, en l'occurrence ici, par anticorps anti-PDL1. Donc ça permet de poser la question suivante. Est-ce que la flore d'un sujet qui a été traité et qui a répondu au traitement protège ou non la souris, donc lui permet de mieux contrôler la tumeur lorsqu'elle est traitée par anti-PDL1? Et la réponse est oui, comme attendu. En moyenne, le volume tumoral à un certain moment a bien régressé par rapport au groupe de souris qui ont reçu une flore de sujets non répondeurs. Et si on regarde la croissance du volume tumoral, donc en rouge, ce sont les courbes de croissance tumorale chez les souris qui ont reçu une flore d'individus non répondeurs. Donc vous voyez que la croissance tumorale est bien supérieure à celle des souris qui ont reçu une flore de sujets répondeurs, donc qui confirme cet effet protecteur associé donc probablement à des produits, des bactéries, ici le long des lignes ou des colonnes bleues. Et ceci corrèle aussi avec la réponse immune, puisque chez donc les souris qui ont reçu une flore d'individus répondeurs, on va trouver plus de lymphocytes TCD8 dans la tumeur. Et ici, c'est mesuré au niveau de la tumeur proprement dit, et globalement au niveau de l'intestin, où a lieu évidemment l'implantation de la flore. Donc les résultats sont identiques à ceux que je vous ai montrés tout à l'heure pour un modèle sarcome, et suggèrent, même s'il n'y a pas ici une précision au niveau des antigènes, que cette flore est capable d'activer une réponse immune des lymphocytes, pas anti-CD8, mais des lymphocytes CD8. Donc est-ce que c'est ensuite une réactivité croisée entre ces lymphocytes T dirigés contre la flore et la tumeur qui est en jeu, ou est-ce que ce sont plutôt des effets indirects de produits de cette flore qui favorisent les réponses effectrices? Je ne peux pas trancher sur ces données, mais ce sont deux hypothèses que l'on peut discuter, donc ici dans les mécanismes. Donc par exemple, on sait que les métabolites, donc des produits de certaines bactéries intestinales qui diffusent, parce que ce sont de tout petits lipides, favorisent indirectement, donc par effet adjuvant, le recrutement et surtout l'activation des lymphocytes T, donc ce sont des molécules qui favorisent les fonctions effectrices de lymphocytes T, et donc pourraient favoriser ces réponses dans le contexte où elles sont activées par l'anticorps anti-PD1, par exemple, mais il y a aussi l'hypothèse que je viens d'évoquer à l'instant d'une réactivité croisée de lymphocytes T qui serait stimulée par certains antigènes bactériens et croiserait avec des antigènes tumoraux. Peut-être les deux hypothèses sont valables, cela mais nécessite de nouvelles études. À ce stade, donc, les données sont encore relativement fragmentaires, bien qu'on a vu qu'il y avait des données humaines, en tous les cas de nature épidémiologique, chez les sujets qui ont eu des antibiothérapies, des données expérimentales et des données expérimentales qui combinent l'utilisation de flore humaine. Donc il est important dans des études à venir, en cours, à vrai dire, prospectives, de vérifier que, effectivement, la composition du microbiote intestinal, à travers sa diversité, joue un rôle dans l'efficacité de l'immunité antitumorale. Et si c'est bien le cas, on peut discuter d'intervenir, c'est-à-dire de transférer des flores qui seraient favorables à l'immunothérapie, à condition qu'elles s'implantent. Donc ce n'est pas forcément tout à fait simple, mais on peut l'envisager, comme c'est fait pour certaines maladies de l'intestin qui ne sont pas liées à des cancers, et donc qui permettrait, si cette stratégie devait être efficace, donc d'augmenter l'efficacité de l'immunothérapie. Donc c'est évidemment une voie de recherche qui est très intéressante et qui est notamment développée en France par une chercheuse qui s'appelle Laurence Zidvogel, qui travaille à l'Institut Gustave Roussy. Voilà. Alors on a presque fini avec cette partie du cours qui concerne l'utilisation des anticorps anti-PD1, CTLA4, donc les stratégies d'activation des lymphocytes T antitumoraux. Mais évidemment, il faut aussi envisager les circonstances de résistance, qui sont effectivement un peu l'image en miroir de ce que l'on vient de voir jusqu'à présent concernant l'absence ou la présence de néoantigènes, la diversité des molécules HLA, mais aussi d'autres éléments qu'on va voir dans un instant. En fait, on sait que dans des tumeurs qui expriment ou qui ont des variations de gènes qui sont liées aux réponses de l'interféron, alors il y a ce récepteur qui agit sur les kinases qui sont nécessaires à la signalisation par l'interféron de type 1, cette phosphatase qui bloque la réponse aux interférons gamma, ou encore ce gène ici qui modifie la régulation transcriptionnelle des cibles de l'interféron. Donc des variations génétiques autour de ces molécules sont susceptibles d'avoir pour effet de bloquer des réponses interférons au sens large. Et bloquer une réponse interféron, c'est défavorable parce que cela
fait perdre l'effet antiprolifératif sur la tumeur, fait perdre l'effet pro-apoptotique, donc de mort cellulaire, fait perdre l'effet de présentation d'antigènes, etc. Donc ces circonstances-là, on le sait, ces mutations-là de la tumeur sont des facteurs de résistance au traitement par les anticorps anti-PD1 et CTLA4, par la perte d'une fonction effectrice qui tourne autour des interférons de type 1. Et on rejoint aussi d'autres mutations, alors qui correspondent à des éléments que j'ai discutés il y a peu de temps, sur la diversité de reconnaissance des molécules, des néo-antigènes par les molécules HLA de classe 1. C'est sûr que si une tumeur n'exprime plus ou moins, en tous les cas, de ces molécules, on en a déjà parlé dans des cours précédents, la probabilité de réponse immune diminue, donc résistance aux anti-PD1 ou CTLA4. Idem pour une série de molécules, je ne vais pas entrer dans les détails, qui sont indiquées ici, qui permettent l'association des peptides aux molécules d'histocompatibilité. Donc, beaucoup de mutations somatiques, facteurs de sélection éventuels apparaissant secondairement au cours du développement des tumeurs, qui peuvent favoriser une résistance au traitement par ces anticorps. Donc, par exemple, la perte des néo-antigènes, on peut l'illustrer ici, dans un contexte de mélanométastatique, où les chercheurs ont effectué, comme vous pouvez le lire, des biopsies séquentielles au cours du temps chez 4 patients qui avaient donc ces mélanométastatiques, qui ont été traités par anticorps anti-PD1, et ils ont analysé les mutations des gènes, et donc en l'occurrence celles qui sont susceptibles de donner naissance à des néo-antigènes, au cours du temps, et comment cela évolue en séquençant les exomes, c'est-à-dire l'ensemble des régions codantes du génome. Et dans cet exemple ici, vous avez la situation d'un filtrat lymphocytaire T initial et au cours d'une rechute. Et vous avez ici un résultat qui évolue dans le sens défavorable, puisque à l'état basal, on retrouve pas mal de lymphocytes TCD8 exprimés dans la tumeur. On retrouve une expression assez forte de la molécule PDL1, le ligand de PD1, et donc une situation qui laisse espérer que le traitement par anticorps anti-PD1 va activer ces cellules, négativant l'interaction avec son ligand PDL1 sur la tumeur, et que donc ceci va permettre de contrôler la tumeur. Mais ce qui peut se passer, c'est cela, c'est-à-dire une situation défavorable où il y a une rechute, et vous voyez qu'il n'y a plus de lymphocytes T dans la tumeur. Donc, et PDL1 est exprimé, continue à être exprimé, mais par contre, il n'y a plus de lymphocytes T CD8 dans la tumeur. Et ça, c'est un marqueur de la tumeur. Donc ça veut dire que les lymphocytes T qui étaient là capables de reconnaître potentiellement des antigènes tumoraux, ils ont disparu. Donc s'ils ont disparu, s'il y a une absence d'infiltration de la tumeur, ça peut être dû à plusieurs mécanismes, mais un mécanisme, c'est celui justement de perte d'expression des néo-antigènes par mutation des gènes ou contrôle épigénétique. Mais ça peut être aussi, alors dans ce cas-là, ce n'est plus la perte des lymphocytes T, ils sont présents, mais ils vont être moins fonctionnels, donc par mutation d'autres gènes qui étaient déjà évoqués sur cette diapositive ici, par exemple les kinases, JAK1, JAK2 sont des enzymes qui phosphorylent des protéines qui jouent un rôle dans la signalisation intracellulaire induite par les interférons et qui sont donc des éléments importants des fonctions effectrices des lymphocytes T dans l'immunité antitumorale. Donc si on perd la fonction de ces kinases, JAK1 ou JAK2 par exemple, on bloque la réponse à l'interféron gamma et on perd un facteur de fonction effectrice qui aurait été activé par les anticorps CTLA4 ou PD1, mais du coup ne peut pas se produire puisqu'il y a une mutation dans la cellule tumorale. Et c'est ce qui est illustré ici, où la prolifération cellulaire est mesurée in vitro, c'est une croissance tumorale, dans une situation où la tumeur initiale et la tumeur avec une mutation de JAK2, eh bien, vous voyez que c'est la courbe orange, où ici, en présence d'interféron gamma, il y a une limitation de la croissance tumorale, si on prend la tumeur initiale, mais après rechute de la même tumeur, cette tumeur a perdu l'expression de la kinase JAK2, avec la courbe orange est maintenant superposable à la courbe de croissance tumorale en l'absence de traitement, qui indique une résistance à l'interféron gamma. Donc ça se traduit in vivo, dans le cadre des thérapeutiques, à une résistance au traitement par anti-PD1 ou CTLA4. Donc à côté de la perte d'expression d'antigènes, ça peut être aussi une perte de fonction effectrice des lymphocytes T à ces stades-là, c'est-à-dire sous-jacent au récepteur. Vous avez ici le récepteur interféron gamma qui est composé de 2 chaînes. Le petit cercle ici schématise l'interféron gamma. Alors, lorsque cette interaction se produit à la membrane cellulaire, activation des kinases JAK1, JAK2, phosphorylation de protéines qui s'appelle STAT, qui migrent dans le noyau et qui se fixent
sur les promoteurs de centaines de gènes, qui sont les gènes dits de réponse à interféron gamma, et qui exercent un effet in fine qui bloque la prolifération, induisent l'apoptose cellulaire, donc antitumorale. Donc s'il manque JAK1 ou JAK2 par mutation, eh bien, cette signalisation et cette fonction effectrice est perdue. Alors, à contrario, les choses sont toujours un peu compliquées. Je pense, d'ailleurs, je vous avais déjà dit que l'expression de PDL1 excusez-moi, est induite par la signalisation par l'interféron gamma. Donc, c'est une espèce de contre-signalisation. Et donc, dans une situation où il n'y a pas de mutation des voies de signalisation de l'interféron gamma, l'addiction des anticorps, bien que PDL1 soit exprimé, va permettre, on peut l'espérer, un contrôle tumoral. Mais donc, dans la situation où cette voie est abolie, il y a deux choses qui se passent. D'une part, donc, on perd dans l'absolu une fonction effectrice antitumorale, mais on perd paradoxalement la présence de PDL1, donc les anticorps ne peuvent pas agir et ne bonifient en rien la capacité des lymphocytes à venir tuer des cellules tumorales. Donc il y a un événement, deux conséquences défavorables induisant la résistance. Autre exemple ici dans le contexte de cancers colorectaux traités par anti-PD1, pourtant une situation où les traitements sont relativement efficaces, eh bien, on peut montrer que il y a à nouveau une corrélation avec la présence ici des lymphocytes T. Donc, dans les circonstances où il y a beaucoup de mutations, ce sont les petits points rouges. Chaque petit point rouge, ça correspond à une tumeur. Il y a beaucoup plus de cellules présentes donc, dans ces cas-là que dans les cas, ce qui est attendu, on l'a déjà discuté, que dans la situation où il y a peu de mutations. Et ces cellules-là, des points rouges, si on les regarde au laboratoire, elles prolifèrent, elles sont capables de répondre à une stimulation des lymphocytes. C'est mesuré par la dilution d'un colorant. Donc, chaque pic correspond, ça se lit de la droite vers la gauche, chaque pic migrant vers la droite, si je puis dire, correspond à une prolifération cellulaire, vous voyez, qui est plus importante, 71% des cellules contre 18% ici. Donc il y a plus de cellules, elles sont activables, et ces cellules, elles expriment moins, dans ce contexte de traitement, après traitement, les molécules d'épuisement, PD1, TIM3 et LAC3. Donc à l'inverse, s'il y a peu de mutations, peu de réponse immune, on a des lymphocytes qui expriment ces molécules épuisées, donc vont de pair le fait qu'il y a peu de stimulation par des néoantigènes des lymphocytes T et leur épuisement dans ce cadre-là. Et ça, c'est cette situation-là. Donc peu de lymphocytes T exprimant beaucoup de molécules d'épuisement, comme PD1, TIM3, LAC3, est un facteur de résistance. Et en l'occurrence, on va aller une étape plus loin, parce que ce que je vous ai dit jusque-là est à peu près, je vous l'ai déjà à peu près décrit dans d'autres contextes. Il y a un élément supplémentaire qui différencie ces deux populations, donc de tumeurs, les tumeurs où il y a beaucoup de néoantigènes et là peu, c'est le niveau d'expression d'un facteur qui s'appelle le facteur de croissance vasculaire, Vascular Endothelium Growth Factor, VEGF, de type A. Vous voyez que là, il y a beaucoup plus d'ARNA messager dans ces tumeurs peu immunogéniques qu'il y en a dans les tumeurs plus immunogéniques. Alors, l'implication de cela, d'abord, c'est que ça corrèle à nouveau, je me répète d'une certaine façon, mais il y a une très bonne corrélation entre l'expression du VEGF-A, y compris dans le plasma des patients, avec l'expression de PD1, avec l'expression de TIM3, l'expression de LAC3. Donc, l'impression, il y a une corrélation. Y a-t-il un lien de cause à effet ? C'est possible. En tous les cas, à nouveau, si on analyse le profil des cellules T qui sont présentes dans les tumeurs, eh bien, ou des cellules qui sont traitées par VEGF-A, on induit un phénotype d'épuisement. Vous avez ici les traitements par VEGF-A. Ça, c'est toute une série de gènes, chaque ligne. Et plus c'est jaune, orange, marron, plus ces gènes sont exprimés. Donc ça, ce sont des gènes exprimés par des lymphocytes T qui ont été en contact avec le VEGF-A. Et on reconnaît ici beaucoup de molécules immunorégulatrices, comme LAC3, TIGIT, CTLA4, CD244 et d'autres. A contrario, des molécules effectrices qui jouent un rôle dans les réponses immunes, comme le CD40 ligand et d'autres, sont très peu exprimées par rapport aux situations contrôle. Et parmi ces protéines, on va en retrouver une dont je vous ai déjà parlé. Il y a, je pense, 2 cours, si je me souviens bien. C'est une protéine qui est un facteur de transcription qui s'appelle TOX.
Donc des lymphocytes TCD8 en présence de VEGF-A surexpriment TOX. Et peut-être vous vous souvenez que l'expression de TOX est associée au phénotype d'épuisement. Donc on a là une espèce de mise en évidence de l'induction de l'épuisement dans des tumeurs qui expriment le VEGF-A potentiellement. Et ceci à nouveau va bien avec cette observation, c'est la corrélation, on est toujours pour l'instant corrélatif, mais une corrélation entre l'expression de TOX et le phénotype d'épuisement de lymphocytes intratumoraux, où vous avez une forte expression de TOX dans des tumeurs qui expriment beaucoup PD1, contrairement à des tumeurs qui expriment peu PD1, idem pour TIM3, idem pour LAC3 et idem pour TIGIT, donc 4 marqueurs moléculaires associés à l'épuisement des lymphocytes. Et à nouveau, on peut montrer que si in vitro, si on inactive TOX, eh bien, si les lymphocytes n'expriment plus TOX, parce qu'on ajoute ce qu'on appelle les siARN qui bloquent, qui entraînent la dégradation de l'ARN messager de ce gène qui s'appelle TOX, eh bien, on observe que donc, on perd TOX. Vous voyez que la fluorescence est beaucoup moins importante. Ça se lit de la gauche à la droite cette fois-ci. C'est différent des proliférations cellulaires dont je vous parlais tout à l'heure. L'expression de PD1 est réduite, la courbe rouge par rapport à la courbe bleue. L'expression de TIM3 est réduite, partiellement, mais réduite, et il en est de même pour LAC3. Donc il y a un lien qu'on peut établir entre expression de ce facteur de transcription et expression de ces molécules associées à l'épuisement. Et je vous rappelle que cette molécule peut être induite par le VEGF-A. Et de fait, ici ce sont dans des lignées tumorales de tumeurs coliques, eh bien, si on bloque le VEGF, en l'occurrence c'est le VEGF récepteur ici, eh bien, on augmente la lise des cellules tumorales. Donc on a ici une affaire intéressante, et que le volume tumoral de tumeurs dans lequel on inactive le récepteur du VEGF, vous voyez ici en rouge, le volume tumoral augmente moins vite, donc il montre, et il y a une meilleure survie des souris, qui montre que ce VEGF et son récepteur jouent un rôle défavorable au contrôle de la tumeur, et en l'occurrence au contrôle de la tumeur par les lymphocytes, puisque ce VEGF est associé au phénotype d'épuisement. Et donc on arrive à quelque chose qui pourrait être intéressant sur le plan thérapeutique, c'est de traiter, en neutralisant le VEGF ou son récepteur, parce qu'il existe pour cela des médicaments pour ce faire. Ici, évidemment, c'est expérimental, croissance tumorale d'un certain type de tumeur. Traitement par anti-PD1 a un effet qui est relativement modeste, mais réel dans ce contexte. Le anticorps anti-VEGF a à peu près le même effet, mais ce qui devient intéressant, c'est que la combinaison des deux, vous voyez, retarde la croissance tumorale par rapport au contrôle et prolonge la survie des souris. Donc, on peut en conclure que la production du facteur de croissance vasculaire VEGF-A dans le micro-environnement tumoral favorise l'épuisement des lymphocytes antitumoraux via l'induction du facteur de transcription TOX. Excusez-moi, il y a une faute d'orthographe ici, ça ne devrait pas être un F, mais un T, donc je dis bien TOX. Et donc là, c'est la détermination d'un mécanisme de résistance qui est lié au micro-environnement tumoral et à la tumeur elle-même. Si il y a une cellule, et ça peut être la cellule tumorale elle-même, qui sécrète ce genre de facteurs, les traitements par anticorps anti-PD1 ou PDL1, peut-être CTLA4, sont moins fonctionnels. Et donc cela pourrait suggérer avec prudence une ligne thérapeutique nouvelle qui serait la combinaison dans ces cas-là, si on a pu déterminer à l'avance que le VEGF est exprimé dans la tumeur, la combinaison avec un anticorps anti-VEGF ou un anticorps anti-récepteur du VEGF. Je vais passer ça pour ne pas être trop long. Excusez-moi, je passe des mécanismes. Et pour dire donc que le programme des lymphocytes épuisés dont on vient de parler, il est lié à l'expression de toute une série de molécules immunosuppressives comme le PD1, pour le lymphocyte, LAC3, TIGIT, TIM3, et que cela passe par une régulation au niveau chromatinien, donc on a vu la fonction de TOX, qui est l'organisation des modules ce qu'on appelle des enhancers, donc des éléments régulateurs de gènes,
et que certains enhancers sont communs et régulent plusieurs gènes associés à l'immunosuppression. Donc il y a une espèce de fonction de chef d'orchestre chromatinien qui permet, dans un même temps, à travers les mêmes enhancers, les éléments de la structure du génome, de réguler l'expression de gènes associés à l'immunosuppression. Donc c'est ce qu'on observe dans le programme des lymphocytes épuisés. Et il se trouve qu'il y a toute une série je ne vais pas les détailler, mais de voies métaboliques qui sont impliquées dans les tumeurs et qui sont capables de générer ce programme d'épuisement, et donc qui passe entre autres, on l'a vu, par le facteur de transcription TOX. Si les tumeurs ont une signalisation d'une voie qui s'appelle les MAP kinases, on a un effet immunosuppresseur. La signalisation, si c'est exprimé par la tumeur, évidemment, la signalisation Wnt bêta-caténine qui est présente dans certains types de tumeurs va dans le même sens. La signalisation régulatrice du cycle cellulaire CD4K, CD4-6 va dans le même sens, et également la perte d'une protéine qui s'appelle PTEN, qui est une phosphatase. Je ne veux pas entrer dans les détails, je veux simplement vous indiquer qu'en fonction des programmes génétiques de tumeurs, qui expriment ou non ces voies, qui utilisent ou non ces voies, on a la mise en place de mécanismes qui résultent dans une résistance, un état de résistance du contexte tumoral à la réponse immune et donc à l'immunothérapie. Et donc ça suggère des solutions thérapeutiques, encore une fois, pour l'instant, comme certaines commencent à être testées, comme l'inhibition par des médicaments de CD4K, CD4-6, donc des régulateurs du cycle cellulaire. Ce serait de combiner, ou c'est de combiner le traitement par anti-PD1, anti-CTLA4, avec une inhibition de signaux qui proviennent des oncogènes tumoraux, et que la combinaison des deux pourrait lever, par exemple, les problèmes d'exclusion des lymphocytes T liés à ces voies et restaurer une infiltration de lymphocytes T, de cellules dendritiques, et donc une efficacité de l'immunothérapie. Donc, il est très probable que l'avenir verra de plus en plus de protocoles qui combinent l'immunothérapie par les anticorps avec des molécules qui viennent interférer avec ces programmes des cellules tumorales. Cela implique de les connaître a priori et donc d'avoir une étude très fine de l'expression de ces différents types de protéines et de leur fonction à partir de biopsies tumorales avant de décider d'une thérapeutique. Donc évidemment, ceci est relativement lourd. Si on résume un peu tout ça, tout ce que je vous ai dit au cours de cette dernière demi-heure, disons, c'est toute une série de mécanismes de résistance des tumeurs à l'immunothérapie, résistance intrinsèque, donc qui provient de la tumeur elle-même, puis on verra après résistance extrinsèque. Donc certaines voies de signalisation, j'ai parlé de MAP3 kinase, Wnt, PI3 kinase associée avec PTEN, la perte des antigènes, des mutations qui génèrent des néo-antigènes, on a vu ça tout à l'heure. On a vu les mutations qui font que la signalisation des voies interférons était perdue, des mutations qui font que la présentation des antigènes est perdue. Donc tout ça exerce un effet négatif et dans une certaine mesure peut être contrebalancé par certaines actions, comme l'inhibition de ces voies-là, par exemple. La machinerie, on l'a vu tout à l'heure. Et on peut avoir une expression constitutive de PDL1 qui, évidemment, qui est négative, et donc la perte, à nouveau, soit des néo-antigènes eux-mêmes, soit des éléments de présentation d'antigènes. Donc ça fait toute une série de mécanismes qui peuvent s'ajouter malheureusement les uns aux autres et qui peuvent expliquer un état de résistance à l'immunothérapie par les anticorps monoclonaux. Je vais passer ça pour simplifier un tout petit peu et ne pas être trop long, mais juste pour ajouter les mécanismes de résistance extrinsèque. Donc on vient de voir ceux qui sont liés à la tumeur elle-même, ou à l'expression de molécules de la tumeur, présentation d'antigènes ou facteurs antiprolifératifs, etc. Mais ensuite, il y a des facteurs extrinsèques qui sont favorisés par le milieu de la tumeur. On en a beaucoup parlé dans les cours précédents. Par exemple, il y a des lymphocytes T-régulateurs qui vont bloquer les réponses immunitaires. Ils peuvent être présents des macrophages ou des polynucléaires qui exercent des effets immunosuppresseurs, on en avait parlé, et avec la présence dans le milieu de substances immunosuppressives comme le TGF-bêta, ou aussi d'ailleurs l'adénosine, tous éléments extérieurs à la tumeur, mais propres au micro-environnement tumoral, qui eux aussi, en plus des facteurs intrinsèques à la tumeur, peuvent venir rendre inefficace ou moins efficace le traitement par les anticorps qui viennent moduler
dans la tumeur PD1, PDL1, ou au niveau des organes lymphoïdes, a priori, CTLA4. Donc là aussi, il y a des cibles possibles d'intervention thérapeutique que l'on pourrait essayer de combiner avec ces immunothérapies pour les rendre plus souvent efficaces. Et donc il y a beaucoup de cibles possibles. Ce schéma les résume. Vous avez ici l'image d'une tumeur, un vaisseau qui n'est pas très, très bien organisé dans la tumeur, plus ou moins de fibroblastes, on a parlé, qui peuvent par exemple libérer du TGF-bêta, plus ou moins de stroma qui empêchent les lymphocytes cytotoxiques, ici CTL, de pénétrer dans la tumeur. Donc on a beaucoup de cibles. On a le fait que les cellules vasculaires peuvent exprimer la molécule Fas-ligand qui peuvent entraîner la mort des lymphocytes. Donc on peut essayer de les combattre. Et là, à nouveau, il y a une relation avec le VEGF dont on parlait tout à l'heure et les substances immunosuppressives comme le PGE2. Il y a l'effet des cellules myéloïdes suppressives, les cellules T régulatrices, indiquées ici, l'inhibition de la migration des lymphocytes, l'inhibition des fonctions de l'interféron gamma, la libération de TGF-bêta, de FAK kinase aussi qui augmente l'adhésion et rendent le contexte, le micro-environnement tumoral moins perméable aux lymphocytes T. À nouveau, Fas-ligand, qu'on a déjà vu à ce niveau de les cellules endothéliales, peut être exprimé par des fibroblastes et tuer les lymphocytes T. Donc pour rendre ces cellules plus actives, faire en sorte que les anticorps en réveillent la fonction, il faut éventuellement envisager d'agir, et ceci de façon la plus ciblée possible, sur ces différents mécanismes susceptibles d'exercer un effet immunosuppresseur au niveau du stroma, en plus de ce qui se passe au niveau de la tumeur. Donc vous voyez la complexité des mécanismes et d'où les complexités thérapeutiques qui peuvent être envisagées, mais pas mal de tentatives sont envisagées. Et si on veut faire une espèce de grand résumé de tout ce que je vous ai dit sur cette question d'efficacité de l'immunothérapie, on peut, du bas en haut, augmente la probabilité de réponse clinique, et ici, en fonction de la composition en cellules de la tumeur, de la localisation des cellules dans la tumeur et leur état activé. Donc, sont de bons pronostics. C'est une espèce de résumé de choses que je vous ai indiquées. La présence de cellules effectrices en bleu clair, T ici, le fait qu'il n'y ait pas trop de cellules suppressives, qui sont par contre des lymphocytes T régulateurs présents plus souvent dans des tumeurs qui ne vont pas répondre à l'immunothérapie. Le fait, je vous ai montré des images de cela, que ces effecteurs sont présents plutôt au sein de la tumeur. En périphérie, c'est une situation intermédiaire, on l'a vu, et s'il n'y a rien, donc les tumeurs complètement froides, chances de succès, on le comprend, sont extrêmement faibles. Et puis, plus ces cellules sont activées, plus il y a de chances de succès, même si, par définition, si une immunothérapie est nécessaire, c'est que le système immunitaire proprement dit du patient n'est pas capable à lui seul de contrôler la tumeur. Mais enfin, s'il y a une réponse en cours dans la tumeur, c'est plutôt mieux que s'il n'y en a pas du tout, ou très peu, et évidemment avec des situations intermédiaires, d'équilibre d'ailleurs, qu'on avait discuté, comme situations qui peuvent perdurer assez longtemps chez des patients où il y a un petit nombre de cellules tumorales associées à un système immunitaire. Donc tous ces éléments interviennent pour définir le pronostic d'une immunothérapie par les anticorps, et donc peuvent être essayés d'être prédits à fonction d'analyses cellulaires et d'analyses moléculaires, comme on l'a vu. Juste d'un mot pour terminer ce cours sur l'immunothérapie avec les anticorps monoclonaux. Il existe d'autres, comme on appelle en anglais checkpoints, donc de molécules régulatrices qui sont exprimées à la surface des lymphocytes et de leurs cibles. On les avait évoquées au tout début de ce cours la fois précédente, comme TIM3, LAC3, TIGIT, etc., et qui sont autant de cibles thérapeutiques. Il faut savoir qu'il y a en ce moment dans le monde au moins des dizaines d'essais cliniques, peut-être plus, qui essayent de cibler les molécules classiques maintenant, entre guillemets, PD1, PDL1 ou CTLA4, et en plus de rajouter un traitement qui cible TIM3 ou LAC3, etc., et de voir si la combinaison d'anticorps bloquant plusieurs molécules immunosuppressives agissent mieux que PD1 ou PD1 plus CTLA4. À ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas de résultat extrêmement probant qui apporte un avantage décisif par rapport à ce qui est décrit maintenant depuis quelques années. Mais encore une fois, ces études sont en plein cours et on ne peut pas non plus conclure. Et je vous rappelle aussi qu'on peut essayer de combiner avec des molécules qui agissent sur les fonctions des oncogènes des tumeurs. J'ai évoqué CD4K, CD4-6 par exemple. Et là aussi, les combinaisons avec les immunothérapies sont en train d'être testées et on verra ce que cela peut donner.
Je vais passer ça. Là, vous pouvez rien lire. C'est juste pour vous indiquer qu'il y a de très, très nombreux essais thérapeutiques du type de ceux que je viens de définir. Et je vais ne pas vous montrer ça pour ne pas être trop long et arriver à la conclusion de ce cours-là sur les immunothérapies. Voilà, à nouveau, ce sont les molécules cibles, au passage, qui sont actuellement testées, hein, comme PD1, CTLA4, on en a largement parlé, mais aussi LAC3 et TIM3, et même quelques autres qui ne sont pas sur cette diapositive. Donc les conclusions de cette partie du cours, qui concerne l'immunothérapie par les anticorps inhibiteurs de frein des réponses immunitaires, c'est le fait que leur développement au cours de ces, disons, 10 dernières années est à l'évidence une avancée majeure du traitement pour certains cancers. On a vu que cela était suffisamment important pour justifier l'attribution d'un prix Nobel. C'est une grande avancée, le premier succès vraiment probant d'immunothérapie des cancers et qui est fondé sur une approche très fondamentale de meilleure compréhension des éléments de régulation des fonctions effectrices des réponses immunoadaptatives, spécifiquement des lymphocytes T. Cette thérapeutique peut être toxique, on l'a discuté lors du précédent cours. On en comprend mieux les mécanismes, on la maîtrise mieux, mais cela reste quand même encore un souci médical. Et évidemment, le souci principal, c'est que les situations d'échec sont encore très nombreuses, on en a beaucoup discuté, doivent être comprises, qu'à partir de là, on peut commencer, on l'a discuté, à évoquer des facteurs prédictifs qui permettent de déterminer dans quelles circonstances on peut employer ces anticorps, et éventuellement de les employer en combattant d'autres mécanismes de résistance, enfin en combattant des mécanismes de résistance, mais on a vu que ça implique des études extrêmement fouillées et relativement longues, ce qui peut être un problème évidemment dans le traitement d'un patient, mais des analyses très très fouillées des compositions cellulaires et moléculaires des tumeurs en amont de la thérapeutique. Mais cela doit permettre de déboucher, on l'espère à l'avenir, sur de nouvelles combinaisons thérapeutiques qui seront plus efficaces encore que ces anticorps inhibiteurs de type PD1, PDL1 ou CTLA4. Voilà pour ce cours.